Dans cet épisode, l'Allemagne et l'Italie vont s'affronter sur le terrain des SUV. Je veux l'humilier complètement. Sid va au pays de Peugeot pour entrevoir le futur. C'est déjà du passé. En fait, on se croirait hier. Paul s'offre une promenade paisible dans la campagne italienne. C'est tout simplement une des expériences les plus particulières que l'on puisse vivre dans sa vie avec une voiture. Et Holly Webb, pilote aux 24 heures du Mans, nous montre comment garer une sportive à Hayon. Super, c'était nul, Tiff. Super, Holly, c'est nul. Mais d'abord, je suis en Autriche pour des voitures de sport vraiment branchées. Ces derniers temps, on a l'impression qu'une nouvelle voiture électrique fait son apparition chaque semaine. Mais le monde du sport auto-électrique en est à ses balbutiements. Oui, la Formule E continue de gagner en popularité, surtout avec les constructeurs qui veulent verdir leur image. Mais elle n'a pas encore gagné le cœur des fans absolus de sport mécanique, avec ses circuits resserrés et sa conduite à l'économie. Mais s'il y a une formule qui me paraît tout indiquée pour les voitures électriques, c'est le rallycross. Et c'est maintenant une réalité. Avant ça, petit rappel historique. Croyez-le ou non, le rallycross a été inventé dans les années 60 pour une émission de télé britannique appelée Le Monde du Sport. C'est vite devenu un rendez-vous télé du samedi après-midi. Se tenant moitié sur bitume, moitié sur terre, ça combine la vitesse des circuits auto et les aléas du rallye. À l'époque, toutes sortes de machines concouraient, y compris de terribles voitures du groupe B, après leur bannissement du championnat du monde de rallye. Aujourd'hui, le Tiers 1 réunit des petites voitures à haillons qu'on peut trouver chez son concessionnaire et qu'on a gonflées à 600 chevaux avec 4 roues motrices. Les courses sont folles, bruyantes. Ce sont des bagarres où chaque pilote doit achever un tour joker sur une extension de la piste. C'est souvent là que se joue la course. Oh, et chaque course ne dure que 5 minutes. Ce qui me ramène à ma théorie de départ. Les voitures électriques sont taillées pour ça. Le projet E a été créé par IMG, son promoteur, et la compagnie autrichienne Stard, pour construire et développer le premier prototype à partir d'une Ford Fiesta. Mais on peut acheter leur transmission secondaire et l'installer sur n'importe quelle voiture. Avec ce kit, on a une grosse batterie de 405 volts qui comble une bonne partie du plancher côté passager. On a 2 transmissions, une à l'avant, une à l'arrière, les deux à différentiel mécanique. On a un moteur de 150 watts à l'avant et 2 moteurs de 150 watts à l'arrière, ce qui fait un total de 450 watts, l'équivalent d'un peu plus de 600 chevaux. En réalité, il n'y a aucune connexion entre l'avant et l'arrière. Il y a une unité centrale de contrôle du véhicule qui gère 7 autres grandes unités de contrôle. Elle s'occupe de données comme la répartition du couple avant et arrière, le refroidissement de la voiture, le rechargement de la batterie et toutes sortes d'autres choses. Il est temps que j'aille prendre le volant. Avec 5 voitures alignées ensemble, le départ est essentiel en rallycross. Et justement, on nous dit toujours que c'est là où excelle la voiture électrique. Pas de vitesse à changer, pas d'embrayage, on enlève le frein à main, on appuie sur le bouton et on met autant de puissance qu'on ose en mettre. J'attends le feu vert. Partez! Si on prend un bon départ au démarrage, c'est dans la poche. Ces bestioles passent de 0 à 100 km/h en près de 2 secondes. Pour le dire autrement, elle battrait facilement une Formule 1 au démarrage. Ensuite, pour être tranquille, elle lui enverrait de la poussière à la figure. Oh non, je suis dans le gravier. C'est pas bon. C'est difficile de comprendre ce qu'on doit faire. Au moins, ces voitures électriques et leurs 600 chevaux ont déjà la même puissance que les voitures thermiques à 600 chevaux. Oh, 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 oh la vache. C'est une expérience éprouvante. Bien sûr, le couple est immédiat sur les moteurs électriques.
Mais ces machines délivrent en continu du 1100 Nm. Et qui a dit que l'électrique était silencieux? Non mais écoutez ça! C'est du rock'n'roll survolté. Et le mieux, c'est que c'est propre, c'est vert, c'est la vitesse sans la culpabilité. Épingle à cheveux, frein à main, ça marche très bien! Et à fond de nouveau! Mais il y a quand même un hic. Toutes ces accélérations nuisent à l'autonomie de la batterie. Ce n'est pas bien grave avec des courses aussi courtes. Mais avec plusieurs manches par jour et peu de répit entre chaque, il faut vraiment de quoi charger rapidement. Heureusement, ils ont pensé à ça. Plutôt que de la brancher, c'est tout le bloc batterie qui est retiré et remplacé en moins de 15 minutes. Il y a d'autres avantages à rouler à l'électricité. Les voitures sont moins chères à construire et plus faciles à entretenir que leur équivalent à combustion. Elles coûtent moins cher à faire rouler. En plus, la plateforme Stard permet l'installation de toutes sortes de moteurs électriques. Chaque constructeur peut utiliser son propre système électrique ou bien installer l'unité de contrôle de référence pour que la course reste équitable. Tout ça signifie qu'il y a moins de temps au stand et plus de temps sur la piste. Bien sûr, avec les batteries, elles pèsent un peu plus de 1500 kg, contre 1300 pour les thermiques. Tout ce poids est placé au plus bas et abaisse le centre de gravité. Et ces voitures électriques sortent déjà les mêmes temps par tour que les thermiques. Une vraie affaire de puissance, ces courses électriques. Parce qu'on n'a pas besoin de se préoccuper d'économiser de l'énergie. C'est seulement de la course à l'état brut, c'est tout. C'est la seule chose qui compte en sport mécanique. Une chose à savoir, parmi les 80 millions de voitures vendues chaque année, 1 sur 3 est un SUV. Tout le monde en produit. Même des constructeurs plutôt connus pour leurs bolides faits pour les pilotes. Oui, c'est le blason d'Alfa Romeo sur une sportive utilitaire à 4 roues motrices. Elle s'appelle Stelvio. Elle est conçue pour donner du fil à retordre à des voitures comme la Mercedes GLC. Est-ce qu'Alfa Romeo peut battre Mercedes à son propre jeu? Pour le savoir, Paul et moi allons sur un circuit. On va bien s'amuser aujourd'hui, Tiff. On a ces deux SUV aux courbes fantastiques, l'Alfa Romeo Stelvio et le Mercedes GLC. Elles sont très belles. Elles donnent envie de les conduire. Mais pourquoi m'as-tu emmené sur un circuit pour tester des SUV? Ce sont toutes les deux des SUV sportifs extrêmes. On a ici le Quadrifoglio 510 chevaux et là, l'AMG 510 chevaux. Et tu sais quoi? On va commencer par une course. Par une course. Ça devrait être serré, 510 chevaux chacun. Ça devrait être serré. Très serré. Ça va être bon. Ça va être bon. Avant cela, voyons un peu les données vitales de ces bêtes. D'abord, le Stelvio QV. Il est à vous pour environ 80 000 €. Il est équipé d'un V6 Twin Turbo de 2,9 litres. Il passe de 0 à 100 en 3 secondes 8 et peut pousser jusqu'à 283 km/h. Ensuite, le GLC 63S. Il est à vous pour près de 90 000 €. Il est équipé d'un V8 Twin Turbo de 4 litres. Il passe aussi de 0 à 100 en 3 secondes 8 et grimpe à 280 km/h. Sur le papier, c'est un peu match nul. Mais depuis quand on conduit sur le papier? Très bien, et une course. Il doit y avoir plein de trucs à contrôler. Mais je peux pas me préoccuper de ça. Je vais mettre des suspensions sport. En fait, je vais désactiver l'anti-patinage. J'aurai peut-être une meilleure adhérence comme ça. Et j'aurai aussi un échappement bien sonore. Allez, on est prêt à partir. Je mets le mode course, ce qui veut dire que l'anti-patinage et le reste sont automatiquement désactivés. Et je passe tout ça en manuel. S'il croit me battre parce qu'il a 700 Nm de couple alors que j'en ai 600, il oublie que je pèse 180 kg de moins que lui. Donc le ratio poids-puissance est bien supérieur. Bien, Paul, je pense que je suis prêt. Je n'ai pas pris la peine de voir s'il y a un launch control. Il y en a? Oui, c'est ça. Ça va être une question de temps de réaction et je serai meilleur que toi. Il rêve. Il vit dans un rêve.
Temps de réaction. Il n'a pas idée du temps de réaction d'un pilote de course. Il m'a eu, il m'a eu. Je remonte sur lui, mais non! Il m'a eu! Le point revient à Mercedes. Mais pour être équitable, nous décidons de le faire au meilleur de 3 manches. Go! J'ai été encore sur parking. Mince. Ouais, une vitesse, ça peut aider. Désolé. C'est fantastique. Ça fait 1 partout. C'est la belle. Allez. C'est serré. C'est incroyable. On est littéralement au coude à coude. Il revient. Il remonte sur moi centimètre par centimètre. C'est incroyable. Je vais y arriver. C'est incroyable. Super. Tu m'as coiffé au poteau. Une très courte victoire. 2-1 pour le Stelvio. Et pour moi, yes. C'est toujours bon de battre Tiff. C'est toujours chouette. Toujours aussi élégant dans la victoire. Mais peu importe. Parce qu'ensuite, c'est le véritable test d'aptitude. Ok, Paul, t'es prêt pour ce coup-là? Pas de ligne droite, des virages. On démarre à un demi-circuit et on voit qui rattrape qui. 3, 2, 1, parti. Il s'est traîné, je l'ai vu. Il s'est traîné sur la ligne de départ. Ça devrait être du gâteau. Elle prend les virages comme une voiture de sport. Surtout dans ces petits pif-paf. Ça passe tout seul. On dirait vraiment un volant de voiture de course. Ça n'accroche pas du tout. Il devrait bien s'en sortir, Paul. Même si c'est le premier tour. En vérité, il n'y a presque rien qui nous sépare. Aussi, pour boucler le tour, je décide de prendre une ligne plus directe que le tour de l'arrêt de bus. Appelons ça mon astuce de coureur. On semble être au coude à coude. On est au coude à coude. Tiff, il faut que tu fasses mieux que ça. Je veux l'humilier complètement. Je crois qu'il est légèrement devant moi. Ça y est, je le vois. Je le vois devant moi. Il va être absolument dévasté. Il n'est pas légèrement en avance. Il est dans mon rétro, là. Je suis en train de bouffer Tiff. Cet alpha doit être vraiment agile. Le pif-paf. Attends. Quelle fusée, hein? T'as triché. Tiff, je te le dis, Depuis le départ, ce qui s'est passé, c'est le dernier virage. as-tu une seule fois pris l'arrêt de bus, gauche, droite, droite, gauche? Peu importe, allons déjeuner, parce que... Peu importe. Pour déterminer laquelle est la plus rapide, tu te mets dans le siège passager. Je vais faire un tour avec chacune des deux. Oh non. Si, et tu t'assieds près de moi. Première à partir pour un vrai tour complet, la GLC. Ok, à partir de ces plots, ligne de départ et d'arrivée. C'est quoi? Je suis pas allé, là? Non, tu n'es pas passé là. Tu as oublié l'arrêt d'autobus. Tu es passé tout droit, plein gaz. Je te jure. J'espère que tu seras régulier avec ces virages que tu coupes. Tu coupes tous les virages. Tu sors de la route. C'est un truc de pilote de nos jours. Sur l'arrière, on va donner un peu sur la bordure. Freine, 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 freine! Tu prends si large. J'utilise la piste telle qu'elle a été conçue. Ok, je m'en fiche, c'est la fin. C'est fini. Stop! Le temps à battre est de 48 secondes 94. Plus léger et plus fin, le Stelvio y arrivera-t-il? Il a plus de corps, il ne vire pas de la même façon. Il me semble aussi avoir plus de répondants. La Mercedes était un peu morte à côté de lui. Oui. Ce sera plus rapide? Je sais pas.
Oh, c'est dynamique, hein? C'est dynamique. Je sais, c'est assez vivant quand on sort de ce virage, surtout. Oh, je me sens assez vivant. Hein? Tu trouves aussi? En un demi-circuit. La freine. Parce que c'est un peu tendu quand on freine fort ici. On est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quasiment contre-braquer pour l'avoir. Ok, c'est ça, tu prends large, les pneus sont un peu bas. Oh, très large sur le dernier virage. Et... stop! Apparemment, le régime amaigrissant de l'Alfa Romeo a été profitable. Le Stelvio a un chrono de 47 secondes 07, presque 2 secondes de moins que la Mercedes. La question demeure, est-ce que tout ça a du sens quand on quitte le circuit? Pour y répondre, nous sommes allés dans les collines. Sur de bonnes petites routes britanniques, on a commencé par admirer la vue. C'était top. Quelle merveilleuse journée pour une balade dans la campagne, avec 2 superbes voitures. En vérité, Tiff, elles sont toutes les deux absolument épatantes à admirer. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec l'Alfa Romeo, tous ces trucs en plastique et ce truc de radar ou je sais pas quoi. C'est pour le régulateur de vitesse. La Mercedes là aussi. Ils l'ont dissimulé dans les cuissons. La superbe calandre, cette grosse calandre avec les barreaux, c'est fantastique. Il y a des mini-calandres sur le capot, regarde là. Pour refroidir le moteur. C'est plutôt une bonne idée un jour comme aujourd'hui. Un peu frais, hein? Elle est plus haute, non? L'Alfa Romeo est plus haute que la Mercedes. J'aime bien la façon dont la ligne d'ensemble vient plonger sur l'arrière. Oui. C'est proche, mais je pense que la Mercedes a plus de classe. Je ne dirais pas non, mais ce look est aussi épatant. Quand on la regarde de 3/4, elle est formidable. Il faut qu'on les conduise. On y va. Je ne suis pas doué en stylisme. Je m'occupe de conduire. Allons conduire celle-là. J'ai remarqué que le style, c'est pas ton truc. C'est reparti pour un tour avec mon chauffeur personnel. Nous voilà embarqués pour une merveilleuse balade sur des charmantes routes. Le moteur est un peu bruyant, non? On a quoi, un V6 de 2,9 litres, tout aluminium pour garder un poids raisonnable? Mais côté intérieur, je suis pas excité. Il n'y a pas grand-chose qui puisse vraiment exciter, si? C'est le détail qu'on ne peut pas louper, Tiff. Je suis content que tu en parles, car la qualité de l'intérieur pourrait être améliorée. Après toute cette compétition sur le circuit, j'ai oublié de mentionner le fait que j'ai éloigné le fauteuil du volant par rapport à toi. Tout se fait manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'attend à des fauteuils électriques là-dedans. Tu plaisantes. Il y a des réglages électriques de haut en bas. Mais ces sièges coûtent 3 500 € de plus. Ce sont des sièges Sparco en fibre de carbone qui sont superbes. Je trouve qu'ils nous accueillent bien. Pour les autres options... Les autres options? C'est une voiture à 80 000 €. La deuxième option la plus chère, c'est le toit panoramique. 1 400 €. Puis il y a de jolies choses, comme les étriers de frein jaune. Et les jantes? J'aime les roues de cette voiture. Les roues sont belles, c'est seulement 650 € de plus. Elles ne font que 20 pouces. Je pensais qu'elles feraient 21 comme ta Mercedes. Donc, impressionnante sur piste, très belle sur route, mais franchement, on aimerait en avoir un peu plus pour notre argent. Et de ce côté-là, on peut dire que Mercedes sait comment faire pour nous satisfaire. On y est. La classe, la qualité, regarde cette charmante console qui glisse du levier de vitesse jusqu'à l'écran. J'adore ça. Ça, c'est une autre paire de manches. L'intérieur, la qualité, la conception, tout est phénoménal. Et c'est une voiture plus coûteuse. Elle doit être près de 8 000 € de plus que l'entrée de gamme qui dépasse les 80 000 €. Quelles sont... C'est une voiture à quasiment 100 000 € dans laquelle nous sommes assis. Quelles sont les options ici? On a mis 2 800 pour les roues. Ah oui. On a mis la même chose pour le pack premium qui donne le toit panoramique, la finition cuir et les détails par-ci par-là. 1 100 € pour un pot d'échappement haute performance dont je n'ai rien à faire. J'aime bien, on peut appuyer sur ce bouton et... Des petites choses plutôt bien pensées. Ce qui est amusant avec cette assise plutôt ferme, c'est qu'il y a en fait une suspension pneumatique. Or, pneumatique fait toujours croire qu'on va rouler sur une sorte de coussin d'air, non? Pourtant, c'est ferme. Très ferme, mais on est stable dans les virages. C'est ce qu'il nous faut dans ce genre de SUV. Celle-ci est quand même un peu sous-vireuse, plus que le Stelvio, peut-être à cause du surpoids. Le choix va être difficile à faire, mais du fait de la prise en main, peut-être que pour la première fois de ma vie, je n'ai jamais eu d'Alfa Romeo. Si je devais acheter une sportive utilitaire, un SUV sportif, je pourrais envisager d'acheter ma première Alfa. Waouh! Qu'en dis-tu? Ça, c'est une déclaration d'amour. Tu sais quoi? Je vais te dire. Je pense que l'Alfa Romeo pourrait te tirer du lit le dimanche matin pour t'emmener en balade. Une balade du dimanche en SUV? Bon, je suppose qu'ils ont baptisé le Stelvio d'après une des plus belles routes du monde. Bravo Alfa Romeo.
Vous nous avez tapé dans l'œil avec cette voiture. Et dès la première tentative en plus. Peugeot était en pleine effervescence ces temps-ci en renouvelant tous ses best-sellers. Mais un modèle avait été un peu négligé. Le 2008 Crossover. Maintenant, il en existe un nouveau. Le voici. Le 2008 est à la base une version gonflée de la 208 croisée avec la Corsa. Oui, Peugeot et Opel font maintenant partie de la même multinationale. En tout cas, ce que nous avons là est le dernier concurrent de la bande des petits SUV. L'équivalent des Nissan Juke, Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Renault Captur, Audi Q2, Hyundai Kona et ainsi de suite. Le prix démarre autour de 22 000 €. Ce modèle particulier va chercher dans les 35 000 €. Ça fait beaucoup d'argent pour une petite voiture. Elle ne paraît pas si petite, mais c'est une illusion d'optique. Il faut le voir comme une version compacte du 3008. Une super mini avec l'âme d'un SUV. Et si vous voulez mon avis, son apparence est une grosse amélioration par rapport au modèle qu'il remplace. Le 2008 précédent était moche. Plus Cajot que Peugeot. Mais celle-ci, elle a une bonne tête, non ? On peut avoir un moteur diesel d'1,5 litre ou bien choisir un moteur essence de 3 cylindres, 1,4 litre avec 3 puissances différentes. L'un avec 100 chevaux, un autre avec 130 chevaux, et celui que je conduis, le haut de gamme de la GT PureTech, le modèle à 150 chevaux. Et la maniabilité ? Souvent les petits crossovers sacrifient la visibilité sur l'autel d'un design compliqué. Ils rognent sur les parties vitrées en accentuant tous les montants. Mais pas le 2008. On y voit aussi bien dans celle-ci que dans n'importe quelle voiture du quotidien. Comme beaucoup de voitures modernes, on a un écran de navigation. On sait quelle musique on écoute, mais celle-ci a un système holographique. Ça ne ressemble pas à une Peugeot avec les boutons que l'on touche. Et surtout l'écran de la console centrale avec ses commandes. On se prend pour un pilote de chasse. Les graphismes sont vraiment cool aussi. C'est vraiment de la haute technologie pour un véhicule du quotidien. Mais c'est déjà daté. En fait, on se croirait hier. Parce qu'il existe maintenant une version électrique. Habituellement, un constructeur lance une version thermique de son modèle et nous fait attendre un peu avant de dévoiler une version électrique. Mais avec son 2008, Peugeot fait coup double, avec une version 100% électrique disponible dès maintenant. Nous avons ici un moteur électrique de 100 kW, 136 chevaux. Entre nous, ça fait tourner les roues avant. Peugeot assure que cette voiture peut parcourir 310 km en une seule charge. Mais dans le monde réel, c'est plutôt 240. Surtout si vous conduisez comme ça. Comme la plupart des voitures électriques, elle est sympa à conduire. Souple, réactive et bien sûr complètement silencieuse. Pour moi, elle est même meilleure que la version thermique. Honnêtement, je pense que c'est celle qu'il faut prendre, du moment qu'on ne fait pas des centaines de kilomètres en une fois. Ce qui est intéressant avec le 2008 électrique, c'est que rien ne ressemble vraiment à ça. En fait, je ne trouve aucun petit SUV de cette catégorie qui soit purement électrique. Est-ce que Peugeot lancerait une tendance ? Dans les années à venir, est-ce qu'on va voir d'autres voitures comme celle-là ? On dit qu'une voiture, ce n'est pas de l'art. Et pas seulement parce qu'on ne peut pas l'accrocher au mur. L'art, dit-on, sert à exprimer ses sentiments et son imagination. De son côté, une voiture est un objet purement fonctionnel, pour aller de A à B. Ceux qui disent ça n'ont jamais posé leurs yeux sur une Pagani. Celle-ci s'appelle la Zonda Cinque Roadster. Et si la contempler ne vous donne pas encore de frissons, attendez de l'avoir entendue. La Pagani Zonda est simplement une des supercars les plus uniques et emblématiques jamais construites.
Et celle-ci, la Pagani Zonda Cinque Roadster, est la meilleure de toutes. Mais ce n'est pas seulement la meilleure parmi les Zonda. Pour moi, cette voiture est la meilleure voiture au monde. La Cinque est construite en utilisant les meilleures recettes de supercar. Elle a un châssis en fibre de carbone ultra léger. Elle est équipée d'un V12 atmosphérique central qui envoie toute sa puissance à ses énormes roues arrière. On dirait un véhicule qui aurait jailli du futur, mais croyez-le ou non, elle a déjà 10 ans. Oui, elle a conservé malgré tout une certaine puissance. Ce V12 de 7,3 litres développe 678 chevaux, passe de 0 à 100 en à peine plus de 3 secondes. 349 km/h de vitesse de pointe. Neuve, elle coûte 1 300 000 €. Celle-ci n'est pas toute neuve, mais elle a un propriétaire spécial, son propre créateur, Monsieur Horacio Pagani. Si vous arrivez à le convaincre de la vendre, et bon courage si vous essayez, il faudra compter 10, peut-être 15 millions d'euros pour cette voiture. Ça fait beaucoup pour une voiture qui, sur le papier, est dépassée par des supercars modernes qui coûtent 10 fois moins. Mais avec une Pagani, on n'achète pas seulement des chiffres. Ce n'est pas seulement ce qu'elle peut faire, mais surtout comment elle le fait. La façon dont elle délivre ses 678 chevaux de cet incroyable V12 atmosphérique, la façon dont elle vous enfonce dans votre siège et vous donne la chair de poule jusque dans la nuque. On peut dire qu'une Koenigsegg est plus rapide. On peut mettre plus de bagages dans une routière classique. Une Focus ST peut être plus adaptée pour ce type de route de campagne. Ou alors, vous voulez sauver le monde avec une Tesla? Mais ça, c'est tout simplement une des expériences les plus particulières qu'on puisse vivre dans sa vie avec une voiture. Qu'est-ce qui rend la Zonda si spéciale? Tout commence avec la philosophie de l'homme qui l'a conçue. Horacio Pagani est un De Vinci moderne. À la fois ingénieur et artiste, avec une touche de savant fou par-dessus. Par exemple, la plupart des supercars sont faites avec une fibre de carbone ordinaire. Pour la Cinque, Horacio y a ajouté du titanium. C'est vraiment de l'alchimie. Ensuite, il y a une obsession maladive du détail. Chaque boulon qui sert à faire tenir cette Zonda est frappé du logo Pagani. Sur le moteur, là où l'on trouve d'habitude des gaines, des clips et des capots en plastique, il y a une véritable sculpture. On pourrait s'asseoir sur une chaise et passer la journée à l'admirer. La Cinque, ce qui veut dire 5 en italien, devait être la dernière des Zonda, l'ultime représentante d'une voiture vraiment spéciale. 10 ans après, Pagani continue de nous offrir des Pagani encore plus folles, encore plus extrêmes. Pour moi, c'est toujours aussi bon. Ce qu'il y a de plus par rapport à une Zonda ordinaire, s'il existe des Zonda ordinaires, c'est un aileron avant plus long, un châssis lissé et un nouvel aileron arrière. La suspension est faite en magnésium et titanium. Les jantes sont faites en magnésium et titanium. Et les freins sont en céramique carbonée. Il y a aussi une incroyable entrée d'air devant moi que l'on connaît sous le nom de snorkel, le tuba, et qui semble surtout amplifier le son du moteur dans ce superbe habitacle. D'autres changements par rapport aux Zonda précédentes, une boîte séquentielle à 6 vitesses, adaptée pour la première fois à une Pagani. Elle semble même prendre vie. Plus on va vite, plus elle devient intuitive. En fait, la Cinque est faite pour vivre l'expérience du pilotage. On met le pied au plancher et on reçoit une intraveineuse d'excitant. Honnêtement, ce n'est pas simplement spécial, c'est surnaturel. On n'obtient pas ça avec les autres voitures. De nos jours, il y a des assistances électriques pour aider le pilote. On perd la sensation analogique qu'on peut avoir avec cette voiture. Typiquement, il y a plus de poids, plus de complexité et moins de sensations. Avec cette voiture, il faut rester vigilant. Pagani, c'est vraiment ce qu'est une supercar. Elle doit exciter, elle doit surprendre. Elle doit procurer ces sensations extraordinaires. Pensez-y, il y a une bonne raison pour laquelle les gens n'ont pas une photo de Volkswagen Passat en fond d'écran.
Certaines voitures sont conçues d'abord et avant tout pour être pratiques. D'autres sont conçues pour faire un bon chrono. Cette voiture est conçue pour provoquer une émotion. Qu'on l'entende arriver au loin ou qu'on s'asseye derrière le volant. Le but de la Zonda, c'est d'envoyer une décharge d'adrénaline, de faire dresser tous les poils. Je vous quitte avec une dernière pensée. Selon le dictionnaire anglais d'Oxford, la définition de l'art, c'est l'expression ou la mise en application de la créativité humaine et de l'imagination. Des œuvres produites pour être appréciées d'abord pour leur beauté et leur pouvoir émotionnel. Je crois que ça définit cette voiture absolument parfaitement. Citadine sportive, l'alliance de la performance, de la praticité et du prix. L'ennui, c'est que ces derniers temps, elles sont devenues un peu extravagantes. Et certains prix ont même atteint les 60 000 €. Il est temps de reprendre les bases avec la dernière version de 3 citadines sportives de légende. Il y a la Ford Fiesta ST, la Volkswagen Polo GTI et la Mini Cooper S. Les 3 sont des tractions. Elles ont autour de 200 chevaux, elles démarrent à près de 22 000 € et elles ont toutes une solide réputation à honorer. La question est, laquelle allons-nous préférer? Alors, dans la Mini, il y a Holly Webb, 6 participations aux 24 heures du Mans. Dans la Fiesta, Tiff Needle, 14 participations aux 24 heures du Mans, votre serviteur. Et dans la Polo, un gars qui ne sait même pas où se trouve le Mans, Paul Woodman. C'est pour ça qu'on lui a demandé de partir en premier. Elle déménage, non? Ouais, c'est vrai. 200 chevaux, de 0 à 100, 6 secondes 7. La meilleure vitesse de pointe des 3 voitures avec 236 km/h. D'1,5 km. 1,5 km, c'est déjà ça. C'est la classe quand même. Une horloge. J'adore les vraies horloges. Holly, je suis obsédé par certains détails, tu verras. Comme les volants ronds, ce qu'elle n'a pas. Et c'est bien. J'ai pas tellement apprécié ces sièges quand je les ai vus. Puis tu m'as rappelé que c'était un hommage. Oui, je sais. Mais a-t-on vraiment besoin d'un hommage? Franchement, ils sont un peu vieillots. C'est bien Non. ou c'est mal? C'est ce qu'on appelle du jacquard, ce tissu. Je trouve que c'est fantastique. On retrouve l'ancienne Comme la GTI. GTI. Oui, mais a-t-on besoin de retrouver les sièges jacquard de la GTI? Les choses doivent s'améliorer. Et pour l'extérieur, les gars, vous avez eu le temps de la regarder? Je la trouve stylée. J'aime bien les garnitures en bas, c'est bien trouvé. Oui. Les jantes alliages en option sont jolies. Ça fait une grosse différence, hein. Un homme doit savoir apprécier des jantes alliages, de grosses jantes alliages. Ça, c'est typique de la jeunesse. Dépenser de l'argent sur des choses qui ne font pas aller la voiture plus vite. Je suppose qu'elle a des pneus plus fins, ce qui explique que ce soit si raide. J'ai pas vraiment la même sensation. Mais la conduite est valable, non? Même quand il y a des obstacles. Un bon début pour la GTI de litre. Mais pour moi, difficile de battre une Ford rapide. Même si de nos jours, elles n'ont plus que 3 cylindres. Je dois dire que vous étiez bien gentil avec les sièges en tartan ou je sais pas quoi. Mais ils ne vous épousaient pas bien. Là, je suis dans la Ford et waouh, on est vraiment mieux assis. C'est confortable. C'est plus sportif. Mais je sais pas si je peux reculer encore. Non, t'es au bout. Il faut bien dire que la conduite est parfaite. Un bon volant, agréable, légèrement aplati sur la partie basse. Mais ce qui doit être bien, c'est les sièges. Les sièges doivent bien épouser le corps dans ces citadines sportives. Et ici, ils le font. Ils le font. Pas sur la Volkswagen. Malgré leur... Le tissu jacquard. Et ils sont beaux. On a perdu en luxe et gagné en sportivité. C'est ça la différence. On est très loin de la qualité et de la technologie de la Volkswagen. Mais il y a la sensation. On a la sensation d'une citadine sportive. Boîte manuelle. Faut dire aussi que t'as une boîte de vitesse manuelle. Une boîte manuelle, des sièges qui épousent mon corps. Je peux prendre un virage comme ça, je remets les gaz, ça repart. Écoute, ce son est si bon, c'est excitant. C'est super. Un petit turbo 3 cylindres. Mais il vient tout de suite taper à fond à chaque fois. Ces 3 petits cylindres sonnent bien aussi, non? Et les pédales, on en parle? Je t'ai vu, toi. T'as commencé à regarder ce qu'il y avait et là... Oh non, ma vie est foutue. Je ne peux pas réclamer une boîte automatique, on m'a donné une boîte manuelle. Bien, il est temps d'avancer. Voyons la Mini équipée d'un turbo 4 cylindres 2 litres. Bienvenue dans la Cooper S.
Elle a la classe, hein. On a le rouge de la Volkswagen, on a la sportivité de la Fiesta, c'est presque le meilleur des deux univers. Nous avons donc là... Ça, c'est raide, hein. C'est ça dans le monde standard. Là. T'es T'es sûr? Ouais. Passe en mode sport. Ok, regarde, tu vas pouvoir te rendre Ce compte. mode-là est plutôt raide. Elle coûte combien? On a quoi comme option? On a pratiquement 8 000 € d'options sur ce modèle-ci, ce qui nous amène aux environs de 33 000 €. Mais on doit pouvoir pousser jusqu'à 35 000 si on veut. Et puis t'as vu, le volant est Il est rond. intégralement Il est rond. intégralement Intégralement rond. Il a rond. un joli grip aussi. Est-ce qu'il est agréable? Il est agréable, il est ferme. Il est pas spongieux comme ton volant. On ne peut pas avoir un volant tout rond sans avoir cette grosse console centrale toute ronde. Ça serait vraiment bizarre. Ce serait contraire à leur image de marque. Quels sont les modes que propose ce modèle? C'est là. Il suffit de changer ici? Il y a juste à changer là. On est sur le mode le plus efficace. Le mode moyen, c'est le mode le plus équilibré. On a la petite mini qui apparaît sur l'écran. Équilibré. Une fois qu'on passe en sport, ça devient un circuit. On a les bordures qui poussent à La accélérer. Mini doit aller plus vite. C'est cool ça, c'est sympa. Et j'appuie sur mes pédales. Oh, c'est une automatique? T'es amateur d'automatique? Je sais. Je veux un embrayage, un embrayage. Il y en a un en manuel? On peut l'avoir en manuel, mais c'est 1 500 € de plus. 1 500 €! Pour un truc qu'on ne veut pas. Dont on ne veut pas là-dedans? Bien, où en sommes-nous? Elles sont très différentes, les trois. La Polo est un peu la version luxe, mais on n'y est pas très bien assis, même si vous aimez le look des sièges. La Fiesta a des sièges sport. On a du super matériel ici. Mais c'est un peu raide. Très raide. Et des sièges un peu entre deux. Des personnalités très différentes. C'est vrai. Ce qu'il nous faut, là, tu vas adorer cette idée. C'est reparti. C'est une course. Ouais. Tu adores faire la course. Il est facile de deviner pourquoi Ti veut bien faire une course. Sur le papier en tout cas, il a déjà gagné. Ma voiture a 200 chevaux, autant que la tienne, Paul, et plus que ta petite Mini. Et j'ai la voiture la plus légère et le 0 à 100 le plus rapide. Je pense que je vais gagner, je suis confiant. Sur le papier, c'est tout à fait exact. On va donner tout ce qu'on peut pour tourner à gauche dès le démarrage, pour être franc. Pas sûr que ce soit autorisé. Quel départ! Quel superbe départ! Oh là, mais la Mini est en train de remonter là! La Mini enfonce tout. Je ne peux rien faire du tout. Oh ouais! Oli va gagner! La Mini a tout déchiré. Elle est censée être la plus lente des trois. La Mini est plus rapide, plus de couple, 4 cylindres. Et la maniabilité? Faisons un test de maniabilité. Je parie que c'est moins maniable dans la Mini avec sa boîte auto. On va faire des virages au frein à main. Ok Oli, je sais que tu ne fais pas trop ça au Mans, mais l'idée, c'est que tu fasses marche arrière jusqu'à la première porte. Tu tournes, tu avances, et tu fais demi-tour au frein à main pour te garer. Plutôt facile, surtout pour quelqu'un d'aussi talentueux que toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ça a l'air assez facile, mais je préférerais une boîte manuelle. Dis donc, t'as gagné la course parce que tu as une boîte auto. Alors ne commence pas à quémander une boîte manuelle alors que ta boîte auto t'a donné la victoire. D'accord, ça va, on y va. Go, 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 go! Oh, c'est rapide ça, Tiff. Il va rater, il va rater. Il va toucher. Oh, il est au point mort! Au point mort! Joli le frein à main. Ouais, joli le frein à main. Tu dois être dans le garage là, c'est le mur du garage. T'es en dehors du garage. Il faut être dans le garage. Je veux qu'on voit ma voiture, elle est belle. Super, c'était nul, Tiff. Super, Oli, c'est nul. Bon, je dois faire ça bien. Très bien Oli, deuxième essai. On a aimé le frein à main, mais on a trouvé que ton virage était nul. Allez Oli, allez, 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 allez. Attention le cône, attention. Bien, bien, il va... Oh non. T'as défoncé mon garage. Ah, je suis contrarié, j'arrive pas à faire mon demi-tour. Allez, à vous. Franchement, ces jeunes, ils ont toujours des excuses. Je pense que tout ça va démontrer qu'on ne peut rien face à un peu d'expérience. Ok, monsieur Needle, quand vous êtes prêt, envoyez la Fiesta. Je suis impatient de voir ça. Bien, vitesse maximale. Demi-tour, première. Serré. Il est repassé en première, bien. Il passe en seconde, on va voir.
Il a touché la porte. Bon, d'accord, pas mal. Il a besoin de ça. Pas mal. Pas besoin d'autre essai. Pas besoin d'autre essai, non? Ça ne peut être que moins bien, c'est sûr. On t'attend. Vas-y. Il est lent sur ses demi-tours. On est un peu loin de... Il est très précis. Oh, tout près du cône, dis donc. J'aime bien voir la roue. Ouais. C'était foutu avant qu'il commence. Vous avez transformé le double garage en garage simple, c'est ça? On a voulu faire un peu de construction. Très amusant, les garçons. À propos de blagues, c'est au tour de mon petit apprenti et de sa polo. Bien, Paul. Je ne veux pas entendre de trucs du genre j'ai une boîte automatique ou autre, hein. Oli dit que tu as la meilleure boîte DSG. Tu as tous les gadgets, tu as le talent, tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut. Allez, voyons voir. Vas-y, Paul, go! Ok, j'arrive. Plus vite, plus vite. Oh non! Oh, il va droit sur nous! Souviens-toi que quand tu fais le demi-tour, tu ne dois pas essayer de nous tuer en nous fonçant dessus, hein? Tu es censé redresser ta voiture et aller tout droit après le demi-tour, d'accord? Et tu n'es pas vraiment dans le garage non plus, et c'est acceptable. T'es dans le bon département. Oh, il est rapide. Oh, le cône! Le cône! Il vient sur nous, il vient sur nous! Il est en prise! C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. D'accord, garde-toi là. Un freinage plein d'élégance. C'était pas moi. C'est C'était quoi pas moi. exactement ton Ça a problème pas de voulu vitesse? mettre la vitesse. C'était pas moi, j'étais au point Comment mort. ça? Je comprends ta douleur, je comprends. J'ai vécu la même chose. La victoire étant incontestablement mienne, nous retournons sur la route avec une décision à prendre. Maintenant, il faut choisir laquelle est la meilleure des trois. Le choix ne va pas être facile. Chacune a des avantages et des inconvénients. La Volkswagen? Haute qualité, fiable, solide, mais probablement pas très excitante pour une citadine sportive. Et tournée vers le passé avec ses sièges. Avec les sièges qu'il y a dedans. Comment ça? C'est un héritage. L'héritage en tissu jacquard. La Mini. Pour moi, l'intérieur, on sera tous d'accord pour dire que c'est le plus agréable et le plus moderne. Mais quand on prend la route, c'est là qu'on perd en qualité. La Ford, c'est la plus sportive des trois. Les sièges nous enveloppent. Mais elle n'est pas passionnante du côté du tableau de bord. Non. Bien sûr, on laisse tomber la Volkswagen. Il est si catégorique. Je suis pas d'accord. Je pense que ça se joue entre ces deux-là. Je suis d'accord. Quoi? La Ford est sans conteste la plus sportive. Mais pour moi, ça se joue entre ces deux-là. Ouais, elle vient en troisième pour moi aussi. Moi, je mets la tienne en troisième. Je dois choisir entre la Mini et la Fiesta. Et pour moi, ce sera la Mini. Je pense que moi aussi, pour être honnête. Bon, j'avais un coup de cœur pour celle-ci. Mais je pense que la Mini était la reine de la journée. Donc, on est tous d'accord. La gagnante du jour est la Mini.